peut donner la parole à Monsieur Philippe Trottin, qui est directeur, c'est bien, on peut le lire directement, inclusion et e-accessibilité chez Microsoft, et je pense que l'avenir c'est ça, même s'il y a des pistes d'équipes de recherche ou de laboratoire ou de start-up, quand c'est récupéré par des entreprises comme Microsoft, a quand même des chances d'être diffusé plus facilement. Et vous allez nous parler d'un casque de réalité virtuelle, enfin de tout ce qui est HoloLens, et puis si vous pouvez expliquer ce que c'est le Share AI, oui. Voilà, intelligence artificielle, parce que c'est beaucoup plus vaste, je crois. Oui, alors tout à fait. Donc l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter un état des lieux des travaux qu'on a menés en fait côté Microsoft en partenariat avec des écoles d'ingénieurs. On fait travailler chaque année un certain nombre d'écoles sur des projets de recherche. Ils ont du temps en fait à consacrer à ça, et ça permet d'avancer, alors pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais en tout cas de progresser par rapport à l'état des technologies qui peuvent exister. De façon plus précise, on a abordé en fait deux thématiques dans ces projets avec les écoles. Une première thématique qui va concerner des sujets que vous connaissez très bien, qui est la communication alternative augmentée, avec comme ambition d'utiliser de l'intelligence artificielle pour en fait améliorer vos pratiques de communication. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir, finalement, lorsque vous avez un interlocuteur, que cet interlocuteur vous parle, qu'une intelligence artificielle puisse récupérer cette parole et éventuellement vous préparer un certain nombre de réponses. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Et puis, la deuxième partie, ça va concerner principalement des casques, effectivement, de réalité mixte. Alors, il y a différents systèmes de casques qui peuvent exister. Les casques de réalité augmentée classique qui vont, enfin, de réalité virtuelle, pardon, qui vont couper du monde extérieur, c'est-à-dire finalement vous mettre deux écrans devant les yeux et vous projeter des choses. C'est pas l'ambition qu'on a. On a en fait chez Microsoft des casques qui permettent finalement d'être portés, de garder le contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire c'est comme si on portait des lunettes transparentes, mais de pouvoir projeter grâce en fait à ces casques des hologrammes dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et l'ambition qu'on peut avoir par rapport à ces casques, là on n'est pas sur de la communication alternative augmentée, on est sur finalement la possibilité de vous apporter des applications qui seront pilotées avec un oculomètre. Dans ces casques, on a un oculomètre qui est intégré et qui vous permet d'interagir avec un certain nombre d'objets. Donc notamment la possibilité de dire je projette un hologramme qui correspond, je ne sais pas, par exemple à un livre. Je vais être capable de regarder un objet bibliothèque, automatiquement ça va ouvrir cette bibliothèque et de pouvoir ensuite accéder à un certain nombre d'informations. Alors la première application et les premières applications qu'on souhaiterait développer, c'est des jeux en fait qu'on puisse utiliser avec de l'oculométrie. Et donc ça feront l'objet en fait des travaux qu'on va attaquer l'année prochaine. Pourquoi on parle d'intelligence artificielle sur le premier sujet? Puisqu'en définitive, finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui va permettre de traduire un signal sous une autre forme. C'est-à-dire, par exemple, je parle, je suis en capacité de capter cette voix et de la retranscrire sous forme de texte. Alors, ça n'intéressera pas une personne lisse, mais par contre, ça peut intéresser l'interlocuteur d'une personne lisse, au sens où quelqu'un vient vous parler, la voix de cette personne est capturée. À partir du moment où on dispose de ce texte, on est capable d'analyser ce texte et éventuellement d'aller rechercher le vocabulaire, les mots-clés, tous les éléments qui finalement vous permettent de répondre plus facilement, c'est-à-dire de ne pas être obligé d'aller naviguer finalement dans une bibliothèque de mots, mais d'avoir des éléments de réponse tout faits, proposé par l'intelligence artificielle et qui vous laisse le libre arbitre sur votre possibilité de choisir finalement l'élément de réponse qui vous paraît le plus opportun. Alors l'idée, c'est ce dont j'ai parlé précédemment, mais je vais pas m'appesantir dessus. Donc en fait, grâce à ces sujets de transmission, de modification finalement, de capturer un signal et d'être capable de le retranscrire sous une autre forme, va apporter ces possibilités-là. Donc l'idée du projet sur lequel on a travaillé, on travaille depuis 2 ans maintenant avec des équipes d'ingénieurs,
d'élèves ingénieurs, c'est la possibilité de dire je suis en train de parler, par exemple je dis il fait beau, la personne dispose de ce système, la voix est capturée, transformée en texte, ce texte va passer par un système d'intelligence artificielle qui va aller regarder les éléments de réponse possibles et ensuite va utiliser de la synthèse vocale pour que vous puissiez répondre. Donc vous utilisez de façon traditionnelle, pour les gens qui utilisent par exemple des oculomètres Tobii, vous utilisez la possibilité d'aller naviguer dans des mots et dans des univers qui vous permettent de construire ces réponses. L'idée, c'est simplement d'être plus rapide. Pouvoir dire, ben voilà, je vais tout de suite avoir l'information qui va être alimentée dans l'ordinateur et l'ordinateur va être capable de préparer ces éléments de réponse. Alors je vais vous montrer une petite vidéo, même 2 petites vidéos de ce qui a été fait par des élèves ingénieurs l'année dernière pour vous expliquer un petit peu ces concepts. Pour la plupart des gens, s'exprimer n'est pas un problème, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Pour d'autres, communiquer est un parcours du combattant où chaque seconde compte. Le locked-in syndrome est un état d'éveil avec paralysie totale, résultant en une incapacité de communiquer, sauf par mouvement oculaire codé. Il est donc primordial que les personnes atteintes de ce syndrome aient accès à un outil pour s'exprimer. Les solutions existantes sont trop lentes, trop restrictives et manquent de fluidité. En collaboration avec Microsoft et l'association Alice, nous développons une interface centralisée, plus facile d'utilisation, mais surtout automatisée en fonction du contexte. Nous sommes fiers de réaliser ce projet qui, par son aspect social, s'inscrit au-delà du simple projet étudiant. J'ai passé une super journée. Appelez le médecin. Est-ce que tu as faim ? Oui, j'ai très faim. J'aime aller au cinéma. Alors comme vous l'avez vu, le système permet, lorsque quelqu'un va parler, de pouvoir préalimenter un certain nombre de réponses qu'on va pouvoir choisir avec un système d'oculométrie ou avec un système tactile de contacteur, de façon à ce que vous puissiez plus rapidement en fait répondre. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire le temps entre le moment où quelqu'un s'adresse à vous et le moment où vous êtes en capacité de répondre. Voilà, c'est bien ça l'ambition en fait de ces projets. Je ne sais pas si Emma Roussel, qui devait présenter avec moi, est là. Ah ben voilà. Je t'invite à venir peut-être présenter ton projet. Bonjour à... Ah oui, pardon. Pas l'habitude. Bonjour à tous. Donc moi, je fais partie d'une des équipes étudiantes sur ce projet. Donc moi, je suis étudiante à l'ESME Sudria, spécialisée en biotechnologie numérique. Donc notre projet, comme vous l'avez vu, je ne savais pas qu'il y avait d'autres écoles dessus, mais notre école avait déjà commencé à travailler dessus l'année dernière, donc on a repris le travail avec ma coéquipière qui n'est pas là ce soir, aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé, qui s'appelle Calisté. Donc le contexte, c'est quoi? C'est que, comme monsieur Trottin l'a expliqué, voilà, les systèmes de communication, même technologiques, sont assez sommaires, sont assez lents, peuvent générer de la frustration, que ce soit chez l'utilisateur ou chez l'interlocuteur. Donc nous, notre but, c'était vraiment de réfléchir à un moyen qui permettait de communiquer de manière rapide, intelligente, mais aussi qui reste, je dirais, humaine, dans le sens où on n'a vraiment pas l'impression que ce soit un robot qui vous parle, mais que vraiment, ça soit vraiment vos sentiments, ce que vous voulez dire, et que ça soit un système intelligent. Donc la problématique qu'on avait, c'est qu'on ne connaissait pas du tout la
l'handicap lisse, la personne lisse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est évidemment renseigné dessus, on vous a rencontré certains. Donc ça nous a permis de voir les technologies que vous utilisez actuellement et de voir un peu les limites qu'il y avait. Ensuite, on avait aussi une problématique qui était que on ne connaissait pas non plus ces technologies-là. On a beau être étudiante dedans, on ne les connaît pas toutes. Donc il fallait aussi se renseigner là-dessus, se renseigner sur comment elles fonctionnent, c'était quoi le système qu'il y avait derrière, est-ce qu'on pouvait l'améliorer, où est-ce que ça en était, est-ce que c'était en adéquation avec ce que font les entreprises d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que voilà, c'est un domaine, notamment ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, c'est un domaine qui est en pleine évolution et qui, il y a 5 ans et aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les mêmes outils. Donc il fallait quelque chose qui soit adapté au monde d'aujourd'hui, qui permette de garder cette rapidité, cette fluidité. Donc on est parti là-dessus. Et donc on a voulu faire, comme on vous l'a expliqué un peu aujourd'hui, il y a 2 moyens d'utiliser une application, donc l'eye tracking ou les contrôleurs. Pour des raisons de simplicité, puisqu'on n'avait que 6 mois, donc ça paraissait un peu court, on s'est concentré sur l'oculomètre, donc les yeux. Et donc on est parti là-dessus. Et donc voilà. Et le but, c'est qu'on avait on s'est fixé, si vous voulez, plusieurs objectifs auxquels l'interface devait répondre. Donc l'une des premières, c'est qu'on voulait que la personne puisse préparer ses discussions, qu'elle ne se retrouve pas démunie face à une situation et qu'elle puisse anticiper des problèmes, notamment les rendez-vous chez le médecin, ce genre de choses. Donc ça a été particulièrement dur à mettre en place parce que voilà, il faut préparer les phrases, il faut les stocker, il faut pouvoir les ressortir. Donc c'était une difficulté particulière. Et après, on avait aussi une autre idée qui nous a été proposée par Microsoft, qui était de permettre à la personne liste d'avoir accès à des centres d'intérêt. C'est-à-dire si la personne est fan d'échecs et qu'elle veut aller à son club d'échecs, elle veut parler des échecs, il faut que l'interface puisse lui proposer des mots, des phrases, des expressions qui soient en adéquation avec le domaine dans lequel elle est. Donc en l'occurrence ici les échecs. Donc ça faisait partie du travail et donc c'est l'autre partie la phase cachée, on va dire, c'est qu'il faut de ce qu'on appelle des bases de données relativement développées et qu'elles se développent elles-mêmes pour que l'interface puisse, ce côté intelligent, l'interface puisse apprendre au fur et à mesure, mieux connaître la personne et enrichir les bases de données. Donc ça faisait partie des deux grands pôles qu'on s'était fixés. Et après, un peu comme vous l'avez vu dans la vidéo, on est parti à peu près sur la même idée de proposer des phrases. On a réfléchi à comment les proposer pour que ça soit plus simple pour vous, pour les utiliser. Mais voilà, c'est un peu ça l'architecture de l'interface. Et voilà, c'est un projet très long, très lourd, mais c'est vraiment, moi je remercie Alice de nous l'avoir proposé. C'est un projet hyper gratifiant de travailler pour ça. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Emma. Effectivement, c'est des projets qui sont un peu longs et qui sont vraiment liés au progrès que l'on fait dans l'analyse de texte. La capacité finalement, lorsque l'on fournit un texte, de pouvoir l'analyser, identifier le domaine d'activité qui correspond au texte que l'on a fourni, de façon à pouvoir identifier des éléments de réponse rapidement et du coup avoir une interface adaptée. Une des problématiques aussi de ce projet, c'est justement d'être capable de faire finalement quelque chose de très complexe, mais de façon à avoir une interface très simple pour l'utilisateur. Et ça, c'est un vrai enjeu. Être capable de dire finalement, avec un minimum de sélection, avec un oculomètre, on va être capable finalement de répondre à une phrase qui au départ peut être très compliquée. Si on nous dit effectivement il fait beau, ça peut induire l'envie peut-être de sortir dehors. Alors qu'en définitive, le il fait beau correspond au climat, donc on peut éventuellement rebondir dessus. Dans l'idée pour la suite, parce que ce projet va continuer bien entendu, l'objectif c'est de réussir à arriver à un prototype que vous puissiez utiliser directement. L'idée c'est aussi de pouvoir lier finalement l'application aux actualités que vous pouvez avoir vues à la télé, par exemple. Je ne sais pas, si on prend un individu qui est passionné de foot, il a vu un match de foot la veille, il a envie d'en parler aux gens qui vont venir le voir le lendemain, il faut être en capacité finalement de récupérer
les actualités qui peuvent arriver aujourd'hui pour pouvoir pré-mâcher aussi un certain nombre d'informations qui vont permettre d'engager cette fois-ci une conversation et de ne pas être simplement en réponse à une phrase qu'a prononcée un interlocuteur. Voilà. Je tenais à remercier particulièrement Véronique Blandin, puisque ça fait 2 ans quand même qu'on travaille avec elle sur ces projets-là, donc je voudrais que vous l'applaudissiez s'il vous plaît. Merci. Et donc pour finir, la deuxième partie, et donc le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement un projet basé sur l'oculométrie. Je pense que ça sera l'occasion de venir vous présenter ça lors d'un prochain congrès, puisque pour l'instant, les seuls tests qui ont été réalisés, c'est vérifier finalement que malgré un fauteuil, malgré une tétière, vous êtes en capacité finalement de porter ce casque, que ce casque en termes d'utilisation est utilisable. Alors on a fait un certain nombre de tests, pas suffisamment nombreux malheureusement, mais on va probablement intensifier ces tests l'année prochaine, de façon à pouvoir s'assurer qu'un maximum de personnes seront en capacité d'utiliser ces solutions. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Thierry Gandenigo vient de nous rejoindre. Je pense qu'avec un autre ergo, il a participé à l'élaboration du cahier des charges, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Et dans la faisabilité d'utilisation de HoloLens, effectivement, c'est essentiel. Les quelques personnes locked-in avec lesquelles vous l'avez déjà essayé sur quelques personnes locked-in, est-ce qu'elles arrivent à garder le casque toute la journée? Alors oui, en fait, ce type de casque est déjà utilisé dans l'industrie par exemple, si on prend Airbus pour faire du montage d'avions, un certain nombre de techniciens utilisent ça déjà sur des longues durées. Donc sont capables d'utiliser ça 3-4 heures d'affilée, donc par demi-journée. Je suis d'accord. Donc quelqu'un qui ne peut pas se gratter le nez, quelqu'un qui ne peut pas remettre les lunettes en place, quelqu'un qui tousse souvent, est-ce que sur quelques locked-in, on a validé le fait qu'il puisse tenir le casque au moins plusieurs heures d'affilée? Oui, alors justement, ça va être aussi un challenge. Maintenant, le casque en lui-même, enfin, les lunettes ne sont pas portées sur le visage. C'est-à-dire, en fait, le casque, finalement, le verre est devant les yeux de la personne qui porte ce casque. Donc il n'y a pas ce phénomène de j'ai des lunettes qui glissent ou j'ai des lunettes qui vont s'embuer. Alors on peut avoir le phénomène effectivement de buée sur un casque dans certaines conditions, si le casque a mal été installé par exemple, mais il faudra effectivement vérifier si dans la réalité on peut effectivement utiliser ce casque à la journée. Pour le moment, les seuls éléments de réponse que je peux apporter, c'est le fait de dire certaines personnes qui certes ne sont pas lisses, mais sont en capacité de les porter pendant plusieurs heures. Ils ont considérablement augmenté le poids de ce type de casque en fait sur la version 2 en fait de ces casques. Donc on a finalement des casques qui sont beaucoup plus légers qu'avant. Voilà. Donc ce qui nous permet d'être plutôt positif sur ce qu'on pourra faire avec ça. Je vais rebondir sur cette question parce que je souhaitais la poser à M. Pelas. C'est-à-dire qu'il faut savoir de où on vient. J'ai le souvenir, il y a quelques années de ça, d'avoir discuté avec un médecin qui s'interrogeait, un médecin de rééducation physique, sur l'opportunité d'amener dans la vision périphérique d'un Lockheed syndrome sévère un ancestral contacteur au clignement de paupières. Alors, vu les matériaux nouveaux, et c'est pareil pour le second matériel, la question, ça sera vraiment de mesurer s'il y a du refus, de l'intolérance, peut-être des contre-indications. Et ce qui m'interroge, c'est comment envisage-t-on de communiquer avec le malade en période d'expérimentation? Alors, pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, c'est de commencer par développer quelques petites applications très simples que l'on va ensuite faire tester pour vérifier l'usage et vérifier l'opportunité et avoir effectivement des retours sur ces usages. Je pense que ça, c'est l'élément prioritaire. Après, sur des aspects communication, on a par exemple dans un autre type de handicap, notamment l'autisme, on a validé avec l'Institut Pasteur par exemple l'opportunité dans un contexte médical d'utiliser ce type de casque qui ne pose aucun problème en fait entre guillemets à ce type de population dans la mesure où ça ne les coupe pas de l'environnement réel dans lequel ils sont. Donc finalement, porter des lunettes transparentes sur un environnement n'est pas gênant entre guillemets. Après, sur effectivement la poursuite de
quel type d'application, comment on va pouvoir lier l'utilisation de ces casques à de la communication alternative augmentée, par exemple. Ça, c'est des choses à envisager. Ça veut dire qu'il va falloir aussi imaginer toutes les interactions que l'on va pouvoir mettre sur ces casques. Ce que je veux dire par là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de dire, imaginons que je présente une pièce en transparent, enfin je suis dans une pièce et je vais présenter un hologramme qui correspond à une bibliothèque. Le fait de regarder la bibliothèque va l'ouvrir, va me permettre de naviguer dans les ouvrages, de choisir l'ouvrage, cet ouvrage va s'ouvrir. Ce type d'interaction, c'est des interactions qu'il va falloir imaginer. Là, je donne quelque chose d'assez basique, mais si on parle de communication, on va pouvoir peut-être se dire, bah tiens, je regarde dehors, je vois le paysage, je vais être capable d'identifier sur ce paysage un certain nombre d'objets, et le simple fait de regarder l'objet va me permettre de communiquer sur cet objet. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra effectivement imaginer.